Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, je voulais faire une petite vidéo rapide et bientôt il y aura des lives, etc. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes chaud pour des lives. Il y a plein de choses que je vous prépare. Je voulais également préciser que j'étais en train de finaliser plusieurs chapitres pour Swing Trading Mastery. Donc, ça s'adresse aux TKLiens. Ça va être énorme. On a déjà des retours incroyables et je pense que vous n'êtes pas prêts à voir ce qui arrive. Alors, je voulais faire une vidéo sur l'importance des revenus passifs en 2024. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que c'est une question de survie. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la liberté financière, il y a un livre audio gratuit sur le lien tami.net/agir. C'est le livre audio de mon best-seller Agir, hein, qui a été vendu plus de 10 000, largement plus de 10 000 exemplaires. Et c'est un bouquin dans lequel je développe un côté très perso. Pourquoi je me suis intéressé à l'argent? Pourquoi je me suis intéressé à la liberté financière? Là, on a un message. Alors, j'ai publié un reel récemment. Et ici, on voit une situation concrète de, finalement, de l'importance d'investir dans sa formation. Parmi mes étudiants, j'ai plein de médecins, plein d'ingénieurs, plein de gens diplômés d'HEC, de Centrale, des meilleures écoles. Et beaucoup me disent, Tammy, j'aurais dû commencer à investir plus tôt. Je me souviens, j'avais donné un séminaire et il y a une personne qui avait travaillé dans la banque d'affaires, qui était donc, qui avait un très bon diplôme d'ingénieur et qui m'a dit, waouh, j'aurais dû commencer à investir plus tôt. Je ne savais pas tout ça. Alors qu'il avait, entre guillemets, tous les diplômes, etc. Et la raison, elle est très simple. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'université. Récemment, j'ai donné une conférence à Dubaï. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai un prof d'université, hein, qui vient me voir, il me dit voilà, j'ai envie de créer mon business, mais j'hésite, etc. Et puis, ouais, l'université c'est bien, mais ça gagne pas. Et vous avez beaucoup de gens qui ont un top niveau intellectuel, qui ont des super bons diplômes, etc., mais qui sont en mode trouille, qui ne connaissent rien à la liberté financière, rien à l'investissement, rien à tout ça. Et pourtant, ces gens-là, ils ont fourni des efforts pour atteindre le niveau auquel ils sont aujourd'hui. Hein. Tu ne deviens pas médecin par hasard, tu ne deviens pas ingénieur d'une top business school par hasard, ou d'une top grande école, pardon, d'ingénieur par hasard. C'est que tu as fourni beaucoup d'efforts, tu as fait des sacrifices, donc tu as bien bossé. Mais quand il s'agit d'investissement, il n'y a plus personne. Et alors là, c'est intéressant parce que sous ce reel, on a ce type de commentaires. Sauf que beaucoup de gens oublient que plein d'argent ne rend pas heureux tout le monde. J'ai jamais dit le contraire. Hein. Le but, encore une fois, c'est pas d'avoir plein d'argent, mais c'est pourquoi tu dois avoir de l'argent. Pourquoi? Et la raison, elle est très simple. C'est tu veux te protéger contre les aléas de la vie. Et je vais y revenir dessus juste après. Alors, il nous explique, je préfère 1000 fois faire mes longues études pour devenir ingénieur et toucher simplement mon salaire d'ingénieur que de courir après l'argent. J'ai jamais parlé dans ce reel de courir derrière l'argent. J'ai dit pourquoi les gens négligent l'éducation financière. Ces gens-là ont fait plein de sacrifices pour atteindre un certain niveau et ensuite, ils vont confier leur argent à un banquier ou à un conseiller de gestion, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ces gens-là n'en savent pas plus que vous, sont parfois totalement incompétents. Donc, pourquoi vous allez bosser dur, vous allez fournir des efforts, vous allez gagner de l'argent, vous allez épargner de l'argent, et après, cet argent, vous allez le confier au premier banquier, et ce banquier, il va en faire n'importe quoi. Pourquoi? Et c'est là où moi, le reel, il est très simple. C'est, tu as fait des efforts. Déjà, c'est très dur d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais il te reste la dernière marche, c'est investi. Et c'est dommage que, encore une fois, je sois obligé d'expliquer tout ça. Mais c'est là où c'est mon job, c'est le rôle de cette chaîne financière, de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de démocratiser l'éducation financière. Aujourd'hui, on commence à parler de ah, il faut éduquer financièrement dans les écoles. Punaise, aujourd'hui, moi, en 2016, j'ai créé TKLFA, qui est un programme énorme.
et je commençais déjà à parler d'investissement boursier, de revenus passifs, etc. Et j'ai fait un gros programme, 229 heures de cours. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est indispensable en 2024. C'est indispensable de s'éduquer financièrement. Donc, il a une réponse, il n'a rien dit de méchant, il a connu la galère et il sait à quel point l'argent est important dans cette vie et beaucoup de gens veulent se voiler la face. Et ensuite, il répond, s'il a eu des galères et qu'il s'en est sorti grâce à ses investissements, c'est bien, mais le vendre sur YouTube comme le chemin à suivre, c'est merdique. Et encore une fois, cette personne n'a rien compris à mon message. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire d'études, hein. Je suis le premier à dire les études, c'est top. C'est hyper important. Mais aujourd'hui, les études, ce n'est plus le plus important. Tout le monde fait des études. Mais ça ne va pas te protéger. Moi, récemment, récemment, il y a, je pense, quelques années, 2, 3 ans, une personne diplômée de l'EM Lyon, c'est une top business school française, hein, top 4, top 5, et cadre, qui a une très belle carrière. Et elle me dit, Tammy, j'aurais dû te suivre avant. J'ai 50 piges, divorcé, je suis au chômage, je suis au RSA, je suis dans la merde. J'aurais dû t'écouter avant. Malheureusement, tu n'existais pas. Et en fait, aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de cas comme ça, c'est-à-dire des gens qui, entre guillemets, ont tout réussi. Ils ont coché toutes les cases et les gars, ils arrivent à un certain âge, divorce, maladie, etc. Et ils se retrouvent dans la merde, seuls. Personne n'est là pour les aider. Même leurs enfants, ils ne sont pas là. Récemment, il y avait un reportage d'ailleurs sur un banquier, je l'ai vu hein, sur YouTube, qui circule. Et ce reportage, il est génial. Le mec, il s'est retrouvé dans la merde. Même sa maman ne voulait pas l'aider, quoi. Même sa maman avait honte de lui. Et le mec, en fait, divorce, etc. Et la descente aux enfers. Et c'est ça ce qui est incroyable. C'est que personne n'est protégé. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde. Donc, bien comprendre la différence revenu actif, revenu passif. Revenu actif, ce sont vos salaires. Et un salaire, c'est la rémunération d'un travail. D'accord? Le problème, c'est qu'on est vulnérable. Tu peux avoir un salaire aujourd'hui et ne pas l'avoir demain. Moi, ça a été mon cas. Moi, j'ai fait de bonnes études. J'ai fait des sacrifices. J'ai bossé dur. J'ai obtenu le job de mes rêves. Je suis même devenu trader à Londres. Et là, je me suis dit, waouh, waouh, j'ai réussi. Sachant qu'avec moi, j'ai fait des études à Assas, magistère banque finance. Il y avait plein de fils à papa avec moi. Ils n'avaient pas obtenu ce job. Donc, c'est pour vous dire que j'étais costaud. C'est-à-dire, non seulement je ne suis pas parti avec toutes les chances, mais en plus, j'ai tourné les événements à ma faveur. Et le problème, c'est que tout s'est retourné contre moi très rapidement. C'est-à-dire, j'ai une petite amie, je rentre sur Paris, je me marie, on est censé avoir un enfant, et puis juste après, divorce, je suis papa célibataire, je suis dans la merde, je suis au RSA, j'ai vécu tout ça. Et ça, encore une fois, ça ne m'est pas, je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation. Là, par exemple, on a un article sur la séparation qui isole les pères de leurs enfants. Et en France, on parle de 1,3 million de papas qui sont séparés de leurs enfants. Vous voyez ici, 1,3 million de papas ne voient plus leurs enfants après un divorce. C'est ouf. C'est ouf. On est en France, hein. 1,3 million de papas. D'accord? Dans certains cas de divorce, les pères ne voient plus leurs enfants. Je n'ai pas vu mes 4 enfants depuis février 2012. Ça, c'était en 2019. Vous imaginez la douleur? Vous imaginez la souffrance pour un papa? Vous imaginez? Encore une fois, il y a encore une fois beaucoup de donneurs de leçons. Beaucoup de gens qui te... Non, 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 non. La vie, elle est dure, les amis. La vie, elle est super, méga dure. Et moi, à l'époque, c'est ça. Je me suis dit, OK, soit je repars à Londres et j'ai un job, mais je ne vois plus mon fils, soit je reste à Paris, mais quand j'envoie mes CV, j'ai zéro réponse. Et là, je décide de passer un concours qui est l'agrégation, qui est l'un des concours les plus durs de France. Et pour moi, l'avantage, c'était que ça me permettait de rester à côté de mon fils. Et c'est ce que j'ai fait. Mon fils, j'ai pris un abonnement pour Euro Disney,
Je l'ai emmené à chaque fois parce que moi, j'habitais dans un petit studio, une petite chambre à Paris, mais une petite chambre ridicule. Et donc, je voulais pas, quand j'avais la garde de mon fils, je voulais pas qu'il reste avec moi dans cette petite chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un abonnement Euro Disney et je le portais sur mes épaules et je l'emmenais à Euro Disney et puis je me baladais, je marchais des heures et des heures et des heures et il était sur mes épaules. Et j'ai passé des moments magnifiques avec mon fils. À chaque fois que je pouvais l'emmener en vacances, je l'emmenais en vacances, etc. Parce que je savais que c'était la seule et unique manière de rester en contact avec mon fils. Sinon, il m'aurait oublié et je l'aurais oublié et on serait passé à autre chose. Mais la vie, elle est dure. Il faut faire des efforts. Mais ce papa, par exemple, c'est triste. Philippe, 55 ans, employé de la SNCF. Une demande de garde exclusive lui a été refusée. Je n'ai pas vu mes 4 enfants depuis février 2012. Ça fait pratiquement 7 ans. Et au regard de la situation socio-économique de notre couple, l'un des 2 parents allait se retrouver d'une façon ou d'une autre à la rue. C'est madame qui a été choisie pour avoir l'appartement. C'est elle qui a conservé le logement et les enfants. C'est un package en général. Et voilà. Et le gars, je ne pouvais pas accueillir mes enfants dans des conditions dignes de logement. Je suis passé d'un appartement de 5 pièces qui faisait 100 mètres carrés à un petit studio de 16 mètres carrés. Et dans ces conditions, recevoir ses enfants, ne serait-ce que pour un repas, c'était extrêmement difficile. Et une nuit, ce n'était même pas envisageable. Je demandais à continuer à vivre avec mes enfants, continuer à m'en occuper comme je l'avais toujours fait auparavant à temps plein. Et bien évidemment, voilà, etc. Et ces enfants, je ne pouvais continuer à accueillir mes enfants dans des conditions dignes de logement. Je ne voyais pas comment je pouvais continuer à être le père de mes enfants en ne les voyant qu'un week-end sur 2, la moitié de mes vacances scolaires. Ce que j'ai fait, hein. Et c'est vrai que je me suis posé les mêmes questions. Est-ce que, voilà. Mais après, j'avais pas le choix. Et je pense que beaucoup de papas divorcés, ils n'ont pas le choix, quoi. Ils sont devant. Et c'est là où vous voyez que la vie, elle est dure, les amis. Et vous avez toujours des connards, des abrutis, des donneurs de leçons de morale. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont vécu la souffrance? Est-ce qu'ils ont vécu des moments difficiles? Est-ce qu'ils savent ce que c'est la vraie vie? Et des gens comme Philippe, il y en a plein, 1,3 million, voilà. Et moi, j'en faisais partie. J'en faisais partie des gens, tu es séparé de ton fils et tu n'as pas le choix, et financièrement, tu es dans la merde et tu ne sais pas comment tu vas faire. Et tu as toujours ces putains de donneurs de leçons, mais concrètement, personne n'est là pour t'aider, personne n'est là voilà, tu es seul, quoi. Tu es seul. Et je me souviens même, on va rigoler, quoi. Mais moi, je me souviens, j'avais des petites copines. J'avais une copine qui m'a dit, ouais, bon, bah, t'es un papa célibataire, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis ambitieuse, blablabla, blablabla. Bref, tu te fais larguer également parce que, voilà, ta situation n'est pas intéressante pour les nanas. Bref, je ne vais pas rentrer trop, mais c'est dur, c'est dur. Donc, euh, le mécanisme décrit par Philippe, le juge essaie de préserver l'environnement des enfants, on est d'accord, appartement, rythme de vie. Le père doit verser une pension alimentaire, d'accord, qui ne lui permet pas toujours d'avoir un... Parce que tu payes de l'argent, mais après, qu'est-ce qui te reste comme salaire pour accueillir les enfants? Et si ces pères pourraient essayer de voir leurs enfants en dehors de leur appartement, ils expliquent que c'est trop dur psychologiquement de mendier quelques heures par-ci, et c'est vrai. Moi, j'ai mendié, hein, c'est-à-dire, voilà, pour voir, c'est dur, c'est dur. Quand le temps passé ensemble tombe sous les 30%, le lien se délite de façon parfois irrémédiable. C'est-à-dire, les papas, ils vont voir leurs enfants un week-end sur 2, la moitié de leur... Mais avec ça, il y a beaucoup de papas, voilà, ils ont un job, ils ont des comptes. Moi, j'avais la chance d'être prof. Donc, j'avais cette flexibilité. C'est pour ça que j'ai choisi d'être prof. Pour moi, voilà, c'était un bon compromis. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais au moins, ça me permettait de rester proche de mon fils. Et ensuite, plusieurs raisons expliquent pourquoi les pères ne demandent pas plus souvent la garde exclusive. Bah, moi c'est très simple. J'étais au chômage, j'étais au RSA et je ne pouvais pas. Je n'avais pas de logement, j'avais aucune situation. C'est très simple. Je ne pouvais pas demander ça. Voilà, je n'avais pas les moyens de le demander. Et il y a beaucoup de gens, ils sont dans ça. Les audiences de conciliation sont très rapides, ça ne peut durer que quelques minutes. Ça a été notre cas. Quelques minutes, ça a duré. Et il est difficile de rattraper le coup. C'est vrai également. Ensuite, les avocats conseillent souvent à leurs clients pères de renoncer à la garde alternée parce que statistiquement, ils ont moins de chances de l'obtenir. C'est ce qu'on m'a expliqué également.
Ça coûte cher d'héberger les enfants. C'est vrai que j'avais pas un appartement digne de ce nom. J'avais même pas de situation. C'est simple, quand j'ai divorcé, j'étais au chômage, j'étais au RSA, j'avais rien. Voilà, j'avais rien. Et ensuite, ce qui ressort des dizaines de dossiers qu'a épluché le député modem de Vendée, Philippe Latombe, qui a lui-même dû batailler pour obtenir la garde partagée, alors qu'il est député, le mec. Alors qu'en tant que député, il vit à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Même en tant que député, il a galéré pour avoir la garde partagée de ses enfants. C'est un parcours du combattant pour les papas. Et les avocats, bien évidemment, ils sont payés pour, voilà, pour du business. Et vous n'obtiendrez pas la résidence alternée, donc ne la demandez pas. C'est ce que m'a dit également l'avocat. Elle m'a dit, enfin, c'est une avocate. Elle m'a dit, aucune chance d'avoir la garde. En plus, tu es au chômage, tu es dans la merde, tu auras jamais la garde alternée. Jamais. Demandez plutôt un droit de visite élargi, un week-end sur deux. C'est ce que j'ai eu, d'accord? Même la moitié des vacances, bon. Mais voilà. Et c'est un parcours du combattant de pouvoir se justifier en tant que père la possibilité de s'occuper de ses enfants une semaine sur deux. C'est vrai. Ça nécessite, quand les enfants sont jeunes, de pouvoir justifier auprès du juge que le mercredi, on peut s'occuper des enfants. Ça nécessite des aménagements, des conditions de travail. C'est encore mal vu pour un certain... Voilà, bref. Et pour les enfants, ce n'est pas bon de ne plus voir leur père. Ça, c'est ça. Moi, je me suis posé la question à un certain moment, j'en avais tellement marre que vous voulez me casser. Je suis honnête avec vous. J'en ai eu marre. Je pleurais quand je rendais mon fils à sa maman. Je rentrais chez moi, je pleurais, les amis. Je pleurais, je chialais. J'étais mal. C'était dur de vivre ces moments de douleur, de souffrance, de solitude. Très dur. Et ça peut provoquer à terme des difficultés sociales, relationnelles, scolaires pour ces enfants, s'ils ne voient pas leur papa. Mais je me suis dit, fais le maximum pour ton fiston. Tu dois être là, tu dois faire le max. Ok, ce ne sera pas une vie normale, il ne te verra pas tout le temps, mais au moins fais l'effort. C'est ce que j'ai fait, à mon humble niveau. Je ne dis pas que j'ai fait des... Non, non, moi c'est mon fils, je l'aime, et là on a une magnifique relation. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance. Voilà, le partage de résidence entre les parents évolue, mais encore trop lentement. L'égalité entre les pères et les mères met du temps à s'installer, laisse des pères sur le bas-côté, c'est vrai. Il y a beaucoup de papas qui sont tristes, qui sont loin. C'est des drames humains. Il y en a plein, 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 plein. Voilà, a tout de même doublé, mais ça reste ridicule. Alors, on en revient à mon thème. Ma situation, elle est très simple. J'ai fait de bonnes études, j'ai travaillé dur. Moi, je viens du Maroc. C'est pas facile pour moi. Et puis, petit à petit, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse. Et je crois dans ce système. Je crois dans cette méritocratie. Je crois que si tu bosses dur, tu mérites de gagner, etc. Et c'est ce que je fais. Sauf que bah, j'avais pas, voilà, j'avais pas cette connaissance de la liberté financière, j'avais pas cette connaissance de la vie, j'avais pas ce recul, je savais pas que du jour au lendemain, tu pouvais te retrouver quasiment à la rue, au chômage, séparé de ton fils, séparé de tes enfants. Or, pour un papa ou pour une maman, des enfants, il n'y a pas plus important. Et je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Parce que j'avais l'arrogance ou parce que je connaissais pas assez la vie, hein, tout simplement. Et puis quand ça m'est tombé dessus, putain, ça m'a fait souffrir. Et donc, il faut bien comprendre, les amis, quel que soit, on peut avoir une maladie, divorce, voilà, plein de choses font que il ne faut pas faire confiance à ses revenus du travail, à son salaire. Il ne faut pas faire confiance uniquement à son salaire. Et donc, les revenus passifs, c'est quoi? Ce sont justement des revenus qui ne dépendent pas de votre situation. Est-ce que vous travaillez ou pas? Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes en pleine santé? Est-ce que vous êtes divorcé? Est-ce que vous êtes marié? Les revenus passifs ne dépendent pas de votre situation personnelle. Ils ne sont pas liés au temps que vous allez consacrer, c'est-à-dire clairement, au départ, il va falloir consacrer du temps à sa liberté financière. Il va falloir gagner de l'argent, il va falloir épargner de l'argent, il va falloir placer son argent, d'accord? Et puis, bien évidemment, il faut le placer. Immobilier, actions, ETF, business en ligne, créer un logiciel, écrire des bouquins, etc. Il va falloir créer des sources de revenus
passif. Et puis, le but ultime, c'est de faire en sorte que vos revenus passifs, c'est-à-dire vos revenus liés à l'immobilier, la bourse, etc., remplacent totalement vos revenus actifs, les revenus pour lesquels vous êtes obligé de travailler. Et le but, c'est de continuer à générer de l'argent même si vous ne foutez rien. D'accord? C'est ça le but. C'est être, entre guillemets, rentier. C'est quoi l'avantage? Premièrement, ça vous protège contre l'incertitude. Moi, ça fait des années et des années et des années que je me tue à vous dire, le monde aujourd'hui, il est dangereux. Et je le sais parce que je l'ai vécu dans ma chair. L'incertitude, la misère au sens où tu vis misérablement, tu es triste, tu es déprimé, tu as envie de voir personne, etc. C'est dur de vivre ce type d'épreuve. La protection contre l'incertitude. Quoi qu'il arrive, tu as des revenus qui ne dépendent pas de l'activité économique, de ton travail, etc. Deuxièmement, ça t'offre une liberté. Une liberté. Par exemple, si moi j'avais eu des revenus passifs à la suite de mon divorce, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas grave, j'habite à côté, je vois mon fils tous les jours. Et vous voyez ce que je veux dire? Et l'argent bah, fait que ça règle pas tous les problèmes, on est d'accord. Ça règle une grosse partie des problèmes. Tu veux voir tes enfants? Bah, c'est simple. Tu veux, par exemple, moi, mon fils, il veut venir me voir. Ok, allez, je te paye ton billet d'avion. C'est quoi? C'est 2000 balles? Allez, c'est plus, je te paye. C'est pas grave, d'accord? Parce que j'ai les moyens. Donc, liberté, flexibilité. Ça permet de gérer ton temps, ça permet de choisir ta vie, ça permet de faire pas mal de choses. Ça permet également de te préparer à l'avenir. Vous savez, moi, j'habite à Dubaï. Rien que l'école de ma fille, c'est 20 000 balles par an. Qui peut se permettre ça? Maintenant, imagine, tu as deux, trois enfants. Ça représente un gros, gros budget. Je ne parle pas du loyer à Dubaï, je ne parle pas du coût de la vie, je ne parle pas des assurances maladie, etc. À Dubaï, au bas mot, c'est 10 000 euros, 20 000 euros par mois de dépenses pour une famille qui vit bien, qui vit correctement, hein. Je ne dis pas, voilà. Et qui peut se permettre ça? Je vous pose la question. Qui peut se permettre ça? Donc, moi, si j'étais pas en mode revenu passif à fond, je serais en mode stress aujourd'hui. Je serais en mode oh là là. Non, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai des revenus liés à l'immobilier, bourse, placement, etc., qui remboursent, qui payent largement mes charges. C'est-à-dire aujourd'hui, si je veux arrêter de travailler, je peux. Mais clairement, j'ai bossé. Et j'ai bossé dur. J'ai épargné, j'ai évité de dépenser mon argent bêtement et j'ai placé, investi, investi, investi. Quand les gens te disaient ouais, Dubaï, c'est un mirage, c'est la fin, ça va jamais marcher et tout. Et moi, je disais ok les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai investi. J'aurais pu investir et j'aurais dû investir beaucoup plus. Mais c'est pas grave, j'ai investi. Et c'est ce qui permet de se protéger. Comment développer des revenus passifs? C'est très simple. Vous devez développer un capital. Et ça passe par gagner de l'argent et ça passe par épargner de l'argent. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, Tammy, mais je ne gagne pas assez. Bah, arrête de dépenser ton argent dans des conneries. Et les conneries, c'est des téléphones portables, c'est la bouffe, par exemple. C'est intéressant, c'est-à-dire, calcule, si tu vas au resto tous les jours, calcule les économies que tu pourrais faire sur une année si tu n'allais plus au restaurant. Par exemple, allez, supposons, euh, on va faire un calcul. Chaque jour, tu payes 20, allez, 30 euros pour le resto, d'accord? Multiplié par, dans une année, il y a 350, on va prendre 300 jours. Ça te fait 9 000 euros. D'accord? Après, bien évidemment, les personnes ils vont me dire, ah, Tammy, moi, je ne vais pas au resto tous les jours, etc. Ok, super. Maintenant, supposons que là, ok, 9 000 fois, tu ne vas, allez, tu as un resto à 10. Non, mais 10, ça n'existe pas. Enfin, moi, je sais pas. Pardon. Tu mets 300 fois 15. Ok, ça fait 4 500. 4 500 balles pour aller au resto. Tu payes 15 euros pour le resto. 300 jours dans l'année. Ok. Maintenant, supposons que c'est 300, tu mets, au lieu de mettre 15, bah, tu achètes ta bouffe, tu te fais à bouffer, etc., avant d'aller au boulot. 300 fois 5. Et là, 1500. Tu économises 3000 euros sur une année. Tu vas me dire, ouais, mais t'as mis, il faut bien vivre. Bah, tu fais ce que tu veux, mon ami. D'accord? Mais supposons cette économie de 3000. D'accord? Fois 20 ans.
ça te fait 60 000. Alors, certaines personnes vont me dire, oh, t'as mis, c'est pas assez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, 3 000, d'accord? On va calculer 3 000. Alors, tous les mois ou une fois par mois, d'accord? On va verser 300. Mais j'ai presque envie de dire 500. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez éviter de dépenser votre argent bêtement, et là, c'est un petit exemple que je vous ai montré, d'accord? Mais il y a d'autres exemples. Et là, je verse 500 tous les mois. Et on a un rendement moyen de 10%. Alors bien sûr, on peut parler de l'inflation, etc. Oui, mais si tu ne places pas ton argent, il est bouffé par l'inflation. Donc là, c'est l'argent que tu vas avoir à la fin, d'accord? Calcul des intérêts, on va faire une fois par an, d'accord? Et l'horizon de placement, on va mettre 20 ans dans un premier temps et 30 ans après, ok? Donc là, j'ai rien mis d'exceptionnel. Tu vas obtenir 379 000 dollars, c'est-à-dire 256 000 dollars d'intérêt gagné. D'accord? Maintenant, si tu mets ça sur 30 ans, calcul, tu obtiens 1 million de dollars d'argent. D'accord? Sachant que, encore une fois, tu n'as rien fait de fou. Alors, j'ai mis 500, on est bien d'accord, fois 12, hein, c'est tu épargnes tous les mois 500 dollars, fois 30. Ça, tu as mis de côté 180 000 euros sur 30 ans. Mais ces 180 000 euros, si tu les places que sur un ETF, d'accord? Vous ne cassez pas la tête. Maintenant, il y a plein de stratégies. Ben, ça te fait le million de dollars. Et le million de dollars, bien sûr, dans 30 ans, ça vaudra moins. Mais tes 180 000 dollars que tu n'as pas placés, ils vaudront rien du tout. On est d'accord. Donc là, ça va vous protéger et ça va vous permettre d'avoir un capital. Maintenant, si tu épargnes plus, tu gagnes plus et tu épargnes 1500 dollars au lieu d'épargner 500 ou euros, peu importe. Là, tu te retrouves avec 3 millions au bout de 30 ans et au bout de 20 ans. Tu te retrouves avec 1 million, d'accord? Au bout de 20 ans, avec 1 million, en plaçant 1500 dollars chaque mois, d'accord? Donc, tu épargnes, tu évites de dépenser ton argent bêtement, tu évites et tu places ton argent, tu places, tu places, tu places, tu places. Et donc, clairement, beaucoup de gens, ça va les faire chier ce que je suis en train de raconter. Camille, mais pourquoi? Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé à Dubaï, il y a un truc qui m'a marqué, c'est je voyais des restaurants ouvrir. Il y avait des Italiens, beaucoup d'Italiens qui ouvraient des restos à Dubaï, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais rencontré d'ailleurs, j'avais parlé avec un manager, et le mec c'était un Italien, c'était un ancien trader. Il m'a dit ouais, j'ai ouvert un restaurant, et il parlait un petit peu français, hein. Ouais, c'est bien Dubaï, nanani nanana. Et le mec en fait, il a fait 1 an, 2 ans, et il a fermé quoi. Et il y a plein de restos qui ouvraient, qui fermaient. À Dubaï, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui flambent. Il y a beaucoup de flambeurs à Dubaï. Ils arrivent, ils achètent des belles bagnoles, etc. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la première chose, j'ai acheté une bagnole, une Porsche Panamera, c'était ma première bagnole à Dubaï. Et je rends visite à la personne en question qui vendait cette voiture et je lui pose la question, qu'est-ce que tu exerces comme job? Il me dit, ah, je bosse chez Emirates, je suis dans l'informatique et tout. Et je lui dis, pourquoi tu vends cette voiture? Il me dit, parce que j'ai 3 voitures. Effectivement, il avait une Bentley, une Jaguar, une Panamera. D'accord? Le mec, c'était pas un millionnaire, hein. Et le mec, en fait, il vivait au-dessus de ses moyens. Il avait probablement un bon salaire, mais ça ne justifiait pas d'acheter 3 voitures. C'est débile. Et le mec, on voyait qu'il était pressé de vendre. Et ce qui fait que moi, je l'ai acheté pas cher. J'ai dû l'acheter à 20 000 euros, alors qu'elle était quasiment neuve, la bagnole. Enfin, ouais, je pense que je l'ai acheté pas cher, quoi. 20-25 000 euros. Et après, cette bagnole, j'ai fait plein de vidéos avec, etc. C'est une bagnole qui m'a coûté que dalle. Puis j'ai acheté une autre bagnole récemment, donc cette Panamera. Mais j'aurais pu acheter plein de bagnoles. J'aurais pu acheter une bagnole par mois si je le voulais. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'est l'investissement le plus débile qui soit, une bagnole. C'est un actif qui perd de sa valeur immédiatement. Et donc, moi, mon truc, c'est de me dire, OK, c'est super, là, j'ai une super bagnole, mais c'est bon, quoi. C'est-à-dire, c'est bon, une fois, 2 fois, tu es content. Et après, une fois que tu es habitué, ça y est, ça devient normal d'avoir une voiture.
Donc, ça reste un plaisir passager. Par contre, travailler sur ta liberté financière, avoir ce sentiment de fuck you money, de dire waouh, je peux envoyer balader tout si je veux. Je peux aujourd'hui arrêter, je peux faire le tour du monde. C'est un sentiment incroyable. Tu n'as plus besoin de courir derrière l'argent. Mais il faut comprendre, c'est un processus à long terme. Je ne suis pas devenu libre financièrement du jour au lendemain. Ça m'a demandé des années et des années et des années de ma vie. Mais il faut comprendre pourquoi devenir libre financièrement. Je pense que j'ai fait un storytelling. Et tout ce storytelling, il est vrai. C'est-à-dire, tu auras toujours un abruti, oui, non, mais c'est pas vrai. Va te faire foutre. Déjà je suis pas. Il y a plein de gens qui sont comme moi, qui sont passés par des moments comme moi. Donc, je suis un cas parmi des millions. On a vu 1,3 million de papas ne revoient plus leurs enfants. Mais il y a des papas qui revoient leurs enfants, mais qui étaient probablement. Moi, j'ai eu la chance de revoir mon fils et de le voir toujours. Mais 1,3 million de papas ne voient plus jamais. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Donc, la liberté financière, les amis, c'est pas un truc pour faire gentil ou pour faire joli ou oui, non, 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 oui, je vais avoir de l'argent, je vais avoir des bagnoles. Moi, j'ai pas de bagnole, j'ai une bagnole, je vais vous donner la marque, Mercedes AMG 63S. J'aurais pu m'acheter des Ferrari, Pourquoi j'ai acheté cette bagnole? Parce que c'est une voiture familiale, d'accord? Quand j'ai un certain moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais acheter une Porsche, mais je vais être, voilà, il y a une place, il y a deux places. Et puis moi, je n'utilise pas beaucoup les voitures. Et franchement, c'est juste un truc d'ego, quoi. Ou alors, pour montrer pour mes réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre. Si vous voulez pas me rejoindre, si vous voulez pas regarder mes vidéos, c'est pas là, ça me regarde. C'est pas ça qui va changer ma vie, quoi. C'est bon. J'ai atteint mes objectifs financiers beaucoup plus que ce que j'espérais. Et le plus important pour moi, c'est d'être bien, d'être heureux et de passer du bon moment avec ma famille, d'avoir un impact sur ma communauté, mais basta, quoi. Le reste, c'est juste de l'ego, quoi. Donc, le plus important pour moi, c'est l'impact personnel et social. Ma famille, moi, je veux que ma famille, genre, je veux pas que ma fille, elle soit dans la merde, qu'elle puisse pas, que par exemple, si moi, il m'arrive quoi que ce soit, je peux pas payer l'école de ma fille, je peux pas payer l'école de mon fils. Non, je veux pas. Je veux payer les charges, payer. Voilà. Donc, je veux être capable d'assurer pour ma famille, garantir le bien-être, la sécurité financière de ma famille, quoi qu'il arrive. Si à un certain moment la TK elle arrête, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si Dubaï s'effondre, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de gens ils se disent ah t'as mis oh là là, ou il y en avait, ils étaient contents parce qu'il y avait des problèmes à Dubaï. C'est ça, c'est là où vous comprenez pas. Quand vous êtes libre financièrement, le but c'est justement, on a bien parlé de salaire, mais même mes actifs, je dois être indépendant de mes actifs. Si j'ai un problème à Dubaï, ben, j'irai ailleurs. Et j'ai d'autres revenus ailleurs. Donc, il ne faut pas que je sois dépendant d'une seule source de revenus. D'accord? C'est vraiment important. Et puis, un autre point, à quoi ça sert de gagner de l'argent? Moi, j'ai vécu la galère, hein. Je vous ai dit, d'ailleurs, j'en avais parlé, il y a des moments où ma mère était dans le coma, d'accord? Et j'avais pas d'argent pour aller la voir. J'avais pas les moyens d'aller la voir. Et j'ai pleuré ce jour-là parce que c'est ma maman. Moi, j'adore ma maman, j'adore voilà, mes parents. Mon père est décédé, mais j'adore mon père. Et t'as pas d'argent pour aller voir ta mère, quoi. Alors peut-être qu'elle va mourir, mais t'as pas de fric. Et encore une fois, et c'est là où moi, encore une fois, je déteste les donneurs de leçons. Je déteste les donneurs de leçons. Je les répète, je déteste les donneurs de leçons. Parce que ces gens-là n'ont pas vécu des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de souffrance liés à l'argent. Parce que moi, c'était simple. Ça n'allait pas, bien évidemment, soigner ma mère, mais le fait d'être à côté de ma mère au moment où elle est peut-être sur le point de mourir, putain, c'est important. C'est important. Mais non, j'avais même pas l'argent pour le faire. Pour moi, c'était trop cher. Et donc, le but, c'est ça. Bien sûr, on ne va pas tous devenir multimillionnaires, on ne va pas tous devenir très riches. Et moi,
encore une fois, j'ai vécu riche, j'ai vécu pauvre, j'ai vécu des moments hyper heureux en étant pauvre, hein, et pauvre, encore une fois, moi je suis pas classe, voilà, j'ai grandi à Casablanca, on était une classe moyenne, mais on n'était pas super riche. C'est-à-dire moi et mes deux frères, on dormait dans le même lit. Trois garçons, on dormait dans un même lit. On avait un bureau pour trois, d'accord? Trois gamins, trois garçons, hein, attention, hein, c'est pas des filles, des garçons, quoi. Donc, c'est-à-dire que on s'amusait bien, on s'amusait bien dans cette chambre qui était rikiki. J'ai pas vécu dans l'opulence, mais c'était des moments heureux. Moi, je me rappelle juste, tu jouais au foot dans la rue, waouh! Genre, quand un pote avait un vélo, parce que moi, j'avais même pas de vélo, genre, tu conduisais le vélo d'un pote, oh punaise, c'était genre le bonheur ultime, quoi. Donc, un rien nous rendait heureux, hein. Donc, je sais que le fait d'être pauvre, hein, et j'avais vu l'interview de Zlatan qui est géniale, hein, quand il a dit voilà, quand j'étais pauvre, j'étais heureux. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es riche que tu vas. L'argent, ça va pas faire de toi quelqu'un d'heureux. Mais l'argent, surtout si tu es papa ou si tu es maman, ça va te permettre d'assurer ton rôle. Notre rôle en tant que parent, c'est d'apporter le meilleur pour notre famille, pour nos enfants. C'est ça notre job. D'accord? Un job, un papa qui voit ses enfants souffrir, ça lui fait mal. Une maman qui voit ses enfants souffrir, ça lui fait mal. Notre job en tant que parent, c'est d'assurer le meilleur pour nos enfants. Moi, quand il y a eu le divorce, j'aurais pu faire ma carrière, j'aurais pu me casser à Londres. J'avais mes diplômes, je pense être quelqu'un de bon, j'aurais pu très bien me casser et aller à Londres. Mais j'ai d'abord pensé à mon fils. Je me suis dit, si je vais à Londres, je ne reverrai plus jamais mon fils. Et je me suis dit, je vais rester à Paris. Et je vais, bien sûr, je ne gagnais pas des fortunes, mais je suis resté à Paris. Et si j'étais pas resté, peut-être que j'aurais complètement coupé avec mon fils, et mon fils également m'aurait dit, bah t'es qui? Et j'ai rencontré plein de gens, même connus, hein, qui n'ont pas connu leur père. Et dont une personne, alors c'est un YouTuber, mais je vais pas donner le nom. Et lui, son père, il l'a quitté quand il était gamin. Et il m'a dit, ouais, je suis parti revoir mon père. Et je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, bah, ça m'a rien fait, parce que pour moi, c'était un étranger. C'était un minable. Et là, je me suis dit, waouh, c'était choquant, hein, ce qu'il m'avait dit. Mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire, il n'a aucun contact. Ça reste son père, mais il n'y a pas d'histoire, pas de vécu, rien. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon fils. C'est Euro Disney, j'ai pris l'abonnement, je l'emmenais au cinéma, je faisais à chaque fois, je l'emmenais au parc, je gagnais pas beaucoup d'argent, j'épargnais de l'argent et je l'emmenais en vacances. On a été en Égypte, on a été en Espagne, on a été au Maroc, on a été un peu partout. Et il s'en est souvenu, il m'a dit waouh, j'ai des bons souvenirs, etc. de ces moments. Et il savait également que j'étais voilà, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'ai fait le maximum pour mon fils. Donc les amis, euh, encore une fois, il y a beaucoup de leçons, de donneurs de leçons, etc. Et c'est normal. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'il faut agir, les amis. Il faut agir. Il faut agir. Et si c'est pas pour vous, c'est pour votre famille. C'est pour les personnes que vous aimez. Vous devez assurer pour eux, pas pour vous, d'accord? Mais pour les autres. Et beaucoup de gens, encore une fois, moi, je pourrais être un égoïste et me dire, je pense qu'à ma tronche, mais non. Et puis, j'ai aujourd'hui une famille et je vais vous dire un truc, ce qui me rend le plus heureux, c'est ma famille, moi. C'est pas l'argent, c'est pas. Mais pour pouvoir assurer pour sa famille, il faut de l'argent. Il faut gagner de l'argent, les amis. Il faut gagner de l'argent. Et encore une fois, moi, je passe du temps de qualité avec ma famille. Genre, ma fille, je m'éclate avec elle et tout. Et je voyais mon père qui me disait, ouais, les gens qui gagnent de l'argent, ils passent pas assez de temps. Non, c'est faux. Moi, j'ai de l'argent et je passe du temps avec ma famille. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est véritablement de se dire, je veux assurer pour ma famille, pour les gens que j'aime. D'accord? C'est ça le but de la liberté financière. C'est pas d'avoir plein de bagnoles, on s'en fiche. C'est pas d'avoir des appartements de ouf, on s'en fiche. Si vous pouvez, c'est génial, c'est un bonus.
D'accord? C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ce qui va vous rendre heureux à un certain moment, c'est de dire, je passe du temps de qualité avec ma famille, c'est d'être là quand votre famille a besoin de vous. Et la liberté financière, il faut vraiment le concevoir comme une responsabilité. D'accord? C'est, j'assure, pas pour ma tronche, mais pour être présent quand on aura besoin de moi. Et puis, bien sûr, on pense à soi également. Parce qu'il y aura des problèmes de retraite, parce que tu peux te retrouver au chômage, tu peux te retrouver dans la merde, comme ça a été mon cas, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. Et à un certain moment, il faut se dire, est-ce que tu veux vivre ça? Ou est-ce que tu veux te dire, non, jamais je ne vivrai ça de ma vie? Moi, aujourd'hui, honnêtement, les moments de galère ont été très durs. Et aujourd'hui, mon obsession, et c'est pour ça que je donne autant d'énergie dans mon école, dans le programme TKLFA, etc., c'est parce que je l'ai vécu. J'ai vécu tout ça. Et je veux vraiment que beaucoup de personnes évitent de vivre ce type de galère. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo faite avec le cœur. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.